Le Conseil de sécurité vient d'adopter la résolution 2603 sur le Sahara marocain. Cette résolution proroge le mandat de la MINURSO d'une année. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le PENHOLD pour la présentation et la négociation de cette résolution, ainsi que les membres du Conseil de sécurité pour leur soutien. L'adoption de cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité survient dans un contexte gorgé d'optimisme pour la reprise du processus politique, et ce consécutivement à la nomination de M. Stéphane de Mistura en tant que nouvel envoyé personnel du secrétaire général. À cette occasion, il me plaît de présenter à M. de Mistura nos chaleureuses félicitations et l'assurer de notre plein soutien pour la réussite de sa facilitation. La résolution 2603 s'inscrit dans le sillage des 4 dernières résolutions du Conseil de sécurité, confirmant ainsi le continuum du processus des tables rondes avec ses modalités, avec ses 4 participants, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, en tant que seul et unique cadre pour le règlement de ce différend. À cet égard, le Conseil de sécurité a décidé, une fois de plus, que l'objectif final du processus politique est de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis. Dans cette perspective, et en réitérant dans sa 18e résolution consécutive la prééminence, le sérieux, la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie, le Conseil de sécurité confirme, s'il en est encore besoin, que l'autonomie reste et sera l'ultime et finale solution à ce différend régional. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a mis à nu les allégations et les mensonges colportés par l'Algérie et son Polisario au sujet d'une prétendue guerre hollywoodienne au Sahara marocain, et ce, en ignorant totalement leur narratif guerrier, attestant ainsi du calme, de la quiétude et de la normalité de la vie dans nos provinces du Sud. Parallèlement, le Conseil a conforté l'irréversibilité de l'action pacifique menée par le Maroc dans la région de Guerguerat en novembre dernier, ce qui a permis de chasser définitivement une fois pour toutes les milices armées du Polisario. Bien plus, le Conseil de sécurité a exprimé ses vives préoccupations à l'égard de la rupture du cessez-le-feu par le groupe séparatiste armé le Polisario, ainsi que ses obstructions à la liberté de mouvement de la MINURSO, compromettant dangereusement son mandat sur le terrain. Pour sa part, le Maroc a déclaré par la plus haute autorité du Royaume, à M. le secrétaire général, son attachement au respect et au maintien du cessez-le-feu et sa coopération avec la MINURSO. À cet égard, le Maroc se félicite de la nomination de M. Alexandre Evanko en tant que représentant spécial et envoyé et chef de la MINURSO. Je voudrais ici lui réitérer les assurances de coopération et de soutien que mon ministre lui a exprimées de vive voix lorsqu'il a reçu récemment à Rabat. Enfin, le Conseil de sécurité s'est félicité une fois encore des réalisations et des efforts du Royaume dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans ces provinces sahariennes, infligeant ainsi un cinglant désaveu à l'Algérie et à son Polisario, qui s'éreinte à coups de millions de dollars à travestir et à désinformer au sujet de la jouissance par les populations du Sahara de leurs droits légitimes, droits et également les droits de l'homme dans nos provinces du Sud. J'ai terminé ma présentation préliminaire et je donne la parole maintenant à M. Karim. Monsieur l'ambassadeur, l'Algérie a annoncé qu'elle ne prendra pas part aux tables rondes. Quel est l'impact de ce boycott sur le processus politique?
il y a les faits, comme on dit, les faits sont têtus. Il y a l'histoire également est têtue. Il y a la posture pour les faits et les actes. C'est quand même une décision que personne ne comprend. Mais je voudrais rappeler qu'en fait que Son Excellence le Président de la République algérienne a écrit au secrétaire général pour demander instamment, l'année dernière, la reprise du processus politique. Il a fait la même demande devant le sommet des chefs d'État africains. Le ministre des Affaires étrangères a envoyé des missives au secrétaire général. Il a fait des déclarations partout. Même dans les tweets du ministre des Affaires étrangères, il y a un appel à la reprise du processus politique. Ici, également, le représentant permanent de l'Algérie ne cesse de faire des démarches, des pressions sur les membres du Conseil de sécurité, sur le secrétariat pour la nomination d'un envoyé personnel pour la reprise du processus politique. Ça, c'est les faits. Ce que l'Algérie a fait, il a pratiquement mobilisé tout le monde pour exiger, et parfois avec des termes très critiques à l'égard du secrétariat et du secrétaire général pour demander la reprise du processus politique. Et maintenant qu'il y a nomination, que tout le monde attend la reprise du processus politique, l'Algérie se désiste, ou plutôt se dérobe. Je voudrais juste rappeler que l'Algérie a tenté un dernier chantage en envoyant une lettre la semaine dernière pour dire qu'il se retire, afin de faire pression sur les membres du Conseil de sécurité. Et la réponse, c'était quoi, les membres du Conseil de sécurité? Ici, il y a quelques minutes, le Conseil de sécurité a confirmé le processus politique, les tables rondes, la participation de l'Algérie, cité 5 fois. La solution politique, réaliste, pragmatique, mutuellement acceptable et basée sur le compromis. Ça, c'est les actes et les faits. L'histoire. L'Algérie a participé aux 2 tables rondes. Il y avait initialement M. Msahel dans la table ronde de décembre 2018 et M. Lamamra, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères, il était ministre en mars 2019. Ils ont participé. Pour votre information, durant les discussions, durant ces tables rondes, 99% des échanges étaient entre les ministres, mon ministre des Affaires étrangères et les ministres des Affaires étrangères algériens. Donc, il y a l'histoire qui confirme la participation de l'Algérie, dont il se dérobe. Il y a maintenant la posture. La posture, l'Algérie a décidé, il n'a qu'à le dire à M. de Mistura. Il n'a qu'à le dire au Conseil de sécurité. Il n'a qu'à ne pas venir lorsque M. de Mistura annoncera la reprise et donnera les dates et les lieux. Il doit assumer sa responsabilité devant la communauté internationale parce que ça serait violer, ne pas respecter une résolution du Conseil de sécurité. Et bien sûr, le Maroc prendra les décisions qui s'imposent. Si, je voudrais dire de cet endroit, si l'Algérie ne se présente pas ou ne veut pas participer au processus politique, il n'y aura tout simplement pas de processus politique. Parce que pour tout le monde, pour nous, pour le Conseil de sécurité, l'Algérie joue un rôle, l'Algérie est responsable, l'Algérie est partie prenante. Et il doit être là. En l'absence de l'Algérie, il n'y aura tout simplement pas de processus politique. Madame Massaoud? Monsieur l'ambassadeur, vous avez envoyé une lettre au secrétaire général et au Conseil de sécurité sur l'enrôlement des enfants et vous avez lancé un appel sur CNN sur ce sujet. Avez-vous des preuves? Qu'une femme s'inquiète du sort des enfants, ça me touche personnellement. Vous voulez des preuves? S'il vous plaît. Il n'y a que des preuves. Parce qu'apparemment, l'Algérie, le Polisario, prétendent qu'il n'y a pas d'enrôlement militaire des enfants. Ça, c'est l'entraînement militaire des enfants par le Polisario. Ça, c'est une preuve. Ça, un formateur militaire, ça, c'est une preuve. Bien plus, madame. Ça aussi. Regardez. Les jeunes, les enfants de 7 ans, 8 ans,
avec Niños Soldados del Polisario. Ça, c'est sur un site du Polisario. C'est ça les preuves, madame. Quand le Maroc avance quelque chose, il n'avance jamais sans preuve, sans évidence. Mais je vais vous montrer autre chose. Parce que ce que fait le Polisario, ce que fait l'Algérie est très grave. Si vous faites la comparaison avec ça et ça, ces deux photos, même âge. D'un côté, les enfants du Polisario dans les camps, de l'autre côté, les enfants de Daesh, Khorasan, les mêmes armes. Autre chose, madame. Vous voyez? Quand vous comparez ces deux photos, Al-Qaïda et les enfants de Polisario, les mêmes armes. La ressemblance, l'âge, les armes, la posture, l'entraînement, le trier militaire. Et je vous invite à consulter le site du Polisario. Ils chantent dans ce site « Nous voulons le martyr ». C'est comme ce que Daesh et Al-Qaïda enseignent aux enfants, le martyr. C'est ça ce que le Polisario et l'Algérie préparent pour les jeunes. Enrôler des enfants militairement est un crime de guerre. Enrôler des enfants est interdit par toutes les conventions et traités internationaux. La Charte des Nations Unies, la Charte des droits de l'homme, les pactes internationaux de droits politiques, économiques et sociaux, la Convention sur le droit de l'enfant de 89, les principes de Vancouver, les principes de Paris. Et juste il y a quelques minutes, avant la résolution 2603, il y a eu la résolution 2602. Il parle des enfants dans les conflits. Et le paragraphe opératif 1 condamne l'enrôlement militaire des enfants. Il demande aux États de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet enrôlement, pour protéger les enfants, pour leur donner l'éducation dont ils ont besoin. Or, à défaut, au lieu de donner aux enfants des stylos, des pinceaux, leur apprendre à chanter, leur donner des toiles, leur faire le sport, le Polisario, qu'est-ce qu'il fait? Il leur apprend l'atrocité, l'assassinat, comment tuer, comment tirer, comment démonter un Kalachnikov et comment le remonter, comment utiliser une machette, comment égorger. C'est ça le Polisario. Le plus grave dans tout ça, c'est que cela se passe dans le territoire d'un État membre qui a signé tous les traités, toutes les conventions, tous les textes des Nations Unies sur les enfants. L'Algérie assumera sa responsabilité devant l'histoire, devant la communauté internationale. Il devra rendre des comptes en ce qui concerne l'enrôlement des enfants dans les camps. Oui, Monsieur Fathi. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Comment expliquez-vous l'acharnement de l'Algérie contre le Maroc sur le dossier du Sahara? Je dirais que c'est un acharnement obsessionnel qui relève davantage de la psychiatrie que de la haute politique. Nous le regrettons. L'acharnement de l'Algérie, je pourrais passer des heures et des heures à vous l'expliquer. Mais je vais faire, si vous le permettez, une sorte de comparaison. Que propose le Maroc à cet acharnement obsessionnel? Il lui propose juste la résilience, la sagesse, la retenue. Et je vous donne deux clichés. L'Algérie instrumentalise le principe de l'autodétermination à des fins politiques. L'Algérie pense qu'il a le monopole de l'utilisation de ce principe pour faire tout ce qu'il veut. L'Algérie a fait captation de ce principe et il s'est substitué pratiquement aux Nations Unies. Que fait le Maroc? Le Maroc défend son intégrité territoriale. Je voudrais juste rappeler ici que le principe de l'intégrité territoriale est aussi vieux que les États dans le monde. Je voudrais rappeler que le Maroc existe en tant qu'État depuis 12 siècles. Le principe de l'autodétermination est un principe du droit positif. Juste, il a été établi par la 1514 en 1960. Et même la déclaration 1514, il consacre le principe de l'intégrité territoriale.
Ça, c'est le premier cliché. Deuxième cliché, et comparaison. L'Algérie, il a les camps qu'il utilise en tant que symbole de l'existence d'un conflit. Le Maroc, il a le Sahara qu'il développe. Il y a une population qui participe à la vie économique, politique, sociale, démocratique. Troisième cliché, l'Algérie, il a un proxy, un groupe séparatiste armé. Le Maroc, il a un peuple, il a une population du Sahara attachée à sa marocanité et il a cette unité entre le peuple et le roi. Autre cliché, si vous le voulez bien, l'Algérie détourne avec le Polisario l'assistance humanitaire, détourne les fonds. Et ça figure dans les rapports du secrétaire général parce que tout simplement il y a eu des ONG, il y a eu des détenteurs de traités des droits de l'homme qui ont saisi le Haut Commissariat aux droits de l'homme et également le secrétaire général. De l'autre côté, le Maroc investit, construit 8 milliards de dollars qui sont en cours avec des projets socio-économiques et infrastructurels. Dernier cliché, l'Algérie a un agenda politique. Il l'utilise comme exutoire à ses problèmes internes. Le Maroc a une cause nationale qui soude un peuple et une monarchie vieille de 5 siècles. Merci de votre question. Sir, in English, Yes, please. The reaction to this adoption and the concerns going forward in the Western Sahara, please, by Morocco. Al Jazeera. Al Jazeera English. Algerian, please. Welcome. Thank you. But so the reaction to this adoption and concerns going forward of Morocco in regards to Western Sahara, please. Morocco expressed to the Secretary General that it's ready to resume the political process. It's resumed to contribute to the solution, resumed to work with the other parties, Morocco, Algeria, Mauritania, and Polisario. We are ready. We are waiting Mr. de Mistura. He will be here next week. I will meet him. I think he will meet the permanent representative of Algeria, Mauritania also, and we will discuss about his agenda, about his intention, and with Mr. de Mistura, we are ready to go whenever he wants, wherever he will decide to organize the roundtable. The resolution of Security Council is very clear. OP2 is talking about the framework or the parameters of the solution. The other, either PP or OP are talking about resuming the roundtables where President Korer left them. So the roadmap is very clear. What we are missing for time being is one party who just suddenly decide not to participate to the roundtable. Let's hope. As diplomat, I'm always optimistic. Thank you for your question. Monsieur Villal, Oui. s'il vous plaît, l'agence EFE C'est espagnole. effet. Oui. Ok, bienvenue. Alors vous confirmez que si l'Algérie ne prend pas part à la prochaine table ronde, le Maroc n'y participera pas. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, primo, ne prenez pas le bout de ma phrase de son compte. J'ai dit primo, l'Algérie doit assumer ses responsabilités en tant que partie prenante. L'Algérie doit informer le Conseil de sécurité, le secrétaire général et l'envoyé personnel lorsqu'il sera invité. J'ai dit, il n'y aura pas de processus politique s'il n'y a pas l'Algérie autour de la table. Et j'ai ajouté, si l'Algérie décide in fine qu'il ne viendra pas à table ronde, le Maroc prendra ses responsabilités. Maintenant, nous, comme je viens de répondre à votre collègue algérien, nous sommes prêts pour le processus politique, comme nous l'avons toujours été. Et il n'y a pas d'alternative au règlement politique, il n'y a pas d'alternative à une solution politique qui est basée sur l'autonomie marocaine sous souveraineté, l'autonomie sous souveraineté marocaine. Est-ce que cette fois-ci, vous allez vous asseoir quand même, parce que lors de la dernière table ronde, il n'y a pas eu de pourparlers direct avec le Polisario. Est-ce que cette fois-ci, si l'Algérie prend part, vous êtes prêt à vous asseoir dans la même table? Mais on était à la même table. En décembre 2018 et mars 2019, on était les quatre. On était face à face, on a discuté. Bien sûr, bien sûr. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est l'Algérie. Comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente, l'essentiel des échanges durant ces deux tables a été 90% entre
mon ministre et le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Donc, c'est pour ça que nous sommes attachés aux tables rondes, comme d'ailleurs la communauté internationale, le Conseil de sécurité, et nous pensons que c'est possible de parvenir, pour autant que l'Algérie veuille s'asseoir. Nous attendons. De toutes les façons, ne préjugeons pas de ce qui va venir dans les semaines à venir. Peut-être la sagesse finira par l'emporter. S'il vous plaît. شكرا سعادة السفير على هذا اللقاء الصحفي. رضا بوشفرة من سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية. نعم. هل تظنون أنه هناك فرق بين موقف الإدارة الأمريكية السابق برئاسة دونالد ترامب وبين الإدارة الحالية بجو بايدن؟ نحن نعرف أنه الرئيس ترامب كان موقفه أنه الصحراء مغربية، لكن الآن ممثل الولايات المتحدة تكلم عن الترحيب بعودة المفاوضات بين الجانب الأطراف، وتكلم على أيضا حتى اللغة المستعملة هي الصحراء الغربية. ما تعليقكم على ذلك؟ شكرا. لا أظن أن فيه فرق بين الموقفين، وفي الماضي كان دائما كيفما كانت يعني المستوى اللي وصلت له المفاوضات أو النقاش حول الصحراء، مواقف الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كان دائما نفس المواقف، خاصة أن عندنا تاريخ قديم. يعني أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة كانت المغرب بأكثر من قرنين. بين هولدر هو أمريكي باقي. تقرأ لو يعني تتصفح القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الآن، تتصفح القرار الذي وافق عليه إبان حكم ترامب، سوف تجد نفس الشيء، ليس هناك تغيير. بعض الكلمات كما يدافع عنه المغرب. لا طبعا الحكم الذاتي موضوع في الطاولة. ماشي أمريكا هي اللي سوف تتفاوض. أمريكا اعترفت، والاعتراف لم يتراجع عليه. الإدارة الأمريكية لم تتراجع على الاعتراف. ما تسمية الصحراء الغربية هذا لأنه هو بين هولدر، وهنا في مجلس الأمن يسمي في إطار يعني العوامل أو المفردات التي تستعملها الأمم المتحدة، ولكن القرار في واشنطن واضح ولم يتغير ولن يتغير إن شاء الله، والحكم الذاتي سوف يكون الحل الوحيد. تفضل أخي العزيز. عبد الفتاح مؤمن من القناة الثانية المغربية. Monsieur l'ambassadeur, le rapport du secrétaire général mentionne les violations des droits de l'homme dans le camp de Tindouf. Que fait l'ONU pour faire face à cette violation? L'ONU alerte, l'ONU signale, l'ONU avec les communiqués qui sont publiés à Genève, ou bien le dernier rapport du secrétaire général qui reprend des informations qui ont été communiquées au sujet de que les militaires algériens ont tué 2 Sahraouis, qu'il y a les détenteurs de mandat des droits de l'homme ont informé le secrétaire général qu'il y a pratiquement une violation systématique des droits de l'homme dans les camps, qu'il y a une discrimination par les autorités et par l'armée algérienne. Ces droits de l'homme sont violés depuis X temps, c'est ce que nous avons toujours dénoncé. Bien sûr, l'Algérie ne laisse personne entrer dans les camps. L'Algérie n'accepte même pas les détenteurs de mandat de venir voir ce qui se passe chez eux. Quand un pays a un problème de droits de l'homme avec sa propre population, comment peut-il défendre les camps qu'il a? L'Algérie a commis déjà une des plus graves violations des droits de l'homme, c'est qu'il a remis ces populations de réfugiés entre les mains d'un groupe séparatiste armé. Et il a cédé une partie de son territoire à ce groupe séparatiste armé. C'est le seul camp de réfugiés dans le monde qui n'est pas civil, qui est entre les mains, qui est contrôlé par la milice du Polisario. Donc c'est autant de responsabilités que l'Algérie doit assumer, comme je l'ai dit tout à l'heure, devant l'histoire, devant les peuples du Maghreb et devant les Nations Unies. Il suffit d'aller à Genève, vous allez entendre pratiquement les ONG qui dénoncent ces violations des droits de l'homme par le gouvernement. Autre chose, dans le rapport d'ailleurs a fait référence, le détournement
de l'assistance, c'est une violation des droits de l'homme. Le détournement des fonds qui sont accordés par l'Union européenne ou il y a un rapport de l'Union européenne sur le détournement, il y a un rapport du HCR, il y a un rapport du PAM. Mais pourquoi ce détournement, ces violations existent? C'est tout simplement parce que l'Algérie refuse le recensement. Jusqu'à maintenant, après presque 50 ans de ce conflit, les Nations Unies, la communauté internationale ne sait pas combien de populations il y a là-bas, combien d'enfants, combien sont morts, combien ceux qui naissent. Et normalement, le recensement, d'après la Convention de Genève et les décisions du Haut Commissariat aux réfugiés, le recensement et l'enregistrement des populations, il est fait pour protéger les populations, pour identifier leurs besoins, pour répondre à leurs attentes, et non pas pour... l'Algérie veut politiser, mais il se trompe, et c'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et nous le regrettons. Que pouvons-nous faire? C'est le pays hôte, mais il reste responsable, parce que la responsabilité internationale d'un pays est imprescriptible. Il restera responsable pour tout ce qui s'est passé chez eux. Un jour, ils seront comptables. Yes. This time in English. Yes, please. The Secretary General have cited the achievements and the realization of the development plans in the Sahara in his report. How does this impact the population, and how does it impact the final resolve of the Sahara question that's been going for decades right now? So let me start by the end of your question, how it impacts on the political solution or the... for Morocco, there is a distinguo between the political process and development of the Sahara. Development is human rights. Human rights is very clear. Every single citizen, every person has a right to have access to health, school, education, protection, environment, and so alimentation, and so on. And this rights have to be protected. The Sahara should not and will not remain as in other regions of the world in Algeria. We are developing the Sahara. And we are developing the Sahara with the participation and the inclusivity of all the components of the population of the Sahara. The tribes, the young people, women, youth, political actors. And as you know, His Majesty, the King, launched in 2015 a new model of development with $8 billion. And I would like just here to say that first, because you are talking about the impact, there is political impact. And political impact is that the population of Sahara is participating to the elections. Last elections in September, 9% of the population participated and voted. They have now their elected people for the regional council, for the Moroccan parliament, and for the local and the cities. They are also participating in the building the economy and also consolidating the society. And I will just tell you that, let me see, Angeline. Morocco is launched, as it has been cited in the report of the Secretary General, the biggest deep water port in Africa will be in Dakhla with $1.5 billion US dollar. In Tindouf, they are diverting money. In the Sahara, we are investing money. We are investing for the future. We are building. This is the port of Dakhla. The biggest deep water port of Dakhla. Just on the 1st of October, the first university ever built in the Sahara, in Laayoune, University of Medicine and Pharmaceuticals. And already they started beginning October. One of the biggest universities in Morocco. So we are investing, we are building, but this with the contribution and the participation of the population of the Sahara. Political aspect is that we are also for the future of the Sahara, political future. The Sahara representatives are participating to the round tables,
They have been in Geneva Roundtable 1 and in Geneva Roundtable 2. They participate, and we participate with the president of the region of Dakhla and the president of the region of Laayoune, and one woman. So the diversity of the Sahrawi population is there. And beside that, the president of the region of Dakhla was former member of the Polisario, and he could explain to Polisario, who was sitting just in front of him, what they are building, how they are doing, how they are preparing better future for the children in the Sahara, compared to which kind of desperate future Algeria and Polisario are offering to the children in the camps. So thank you very much for your questions. See you, inshallah, next year. And I hope for next year we will be able to say problem is resolved and the autonomy have been endorsed by the Security Council, inshallah. That's what we are looking for.